4. Examen et adoption de dossiers. 5. Enfin, examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté sur 3 points principaux, à savoir 1. De la nécessité de mettre en place les dispositifs de suivi-évaluation des projets agricoles dans leur volet de mise en œuvre sur terrain. Le président de la République tient à ce que l'agriculture serve de levier majeur de la transformation économique de notre pays et joue pleinement son rôle de pilier de la souveraineté alimentaire. Il a fait observer qu'à ce titre, ces secteurs bénéficient d'importants investissements publics ainsi que de l'appui de nombreux partenaires techniques et financiers à travers plusieurs programmes et projets. Le président de la République a martelé qu'il ne saurait exister des décalages entre les ressources mobilisées et les résultats observés sur le terrain, au risque de susciter des interrogations légitimes quant à la visibilité des interventions, à leur niveau d'exécution, à leur coordination, ainsi qu'à leur impact réel sur les populations bénéficiaires. En effet, a-t-il souligné, aucune politique publique ne peut atteindre les objectifs qui lui sont assignés sans une connaissance exhaustive des projets en cours, une parfaite traçabilité des ressources engagées et un dispositif rigoureux des suivis-évaluations permettant de mesurer objectivement les progrès réalisés, d'identifier les contraintes et de mettre en œuvre en temps utile les mesures correctives appropriées. Pour garantir l'atteinte des objectifs fixés en matière de souveraineté alimentaire, de création d'emplois, des développements des chaînes de valeurs agricoles, des réductions de notre dépendance aux importations, il a jugé impérieux que le gouvernement se dote d'outils modernes de pilotage et d'aide à la décision. Dans cette perspective, il a instruit, sous la coordination de la Première ministre, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, avec le concours de son cabinet, d'élaborer, dans les meilleurs délais, un répertoire exhaustif de tous les projets agricoles exécutés sur l'ensemble du territoire national, accompagné d'un dispositif permettant suivi et évaluation de leur mise en œuvre. À propos de ces dispositifs, le président de la République a indiqué qu'il devra assurer un contrôle régulier de l'exécution physique et financière des projets, des missions périodiques de vérification sur le terrain, la production d'indicateurs fiables de performance, l'alerte précoce en cas de difficultés ainsi que la formulation des recommandations destinées à améliorer l'efficacité, la transparence, la redevabilité et la coordination des interventions de l'ensemble des parties prenantes. Ces instruments, a-t-il insisté, permettront au gouvernement de disposer d'une vision consolidée des investissements agricoles, d'éviter les duplications, de mieux orienter les ressources disponibles, d'accroître l'impact de financement mobilisé et de renforcer la redevabilité dans la conduite de notre politique agricole. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur l'accompagnement de l'action de la task force présidentielle de salubrité et d'assainissement dans la ville-province de Kinshasa. À ces sujets, le président de la République a noté avec satisfaction que la task force placée sous son autorité directe pour conduire de manière coordonnée et permanente la lutte contre l'insalubrité dans la ville de Kinshasa est désormais une réalité. Il a indiqué avoir pu s'en convaincre personnellement lors de sa descente sur terrain le 17 juillet 2026 dans les districts de la Tchangwa Kinshasa, où les premières opérations en cours traduisent concrètement les engagements pris. Dans la même dynamique, il a annoncé la tenue dans les tout prochains jours de la première réunion du comité de pilotage institutionnel, dont le but sera d'évaluer les premières actions engagées et arrêter les ajustements nécessaires. Faisant observer que cette bataille ne peut être gagnée que par la seule task force, le président de la République en a appelé à l'appropriation collective de cette cause par tous les bourgmestres et par l'ensemble des Kinoises et Kinois. Il a souligné que la propriété de Kinshasa est l'affaire de tous et que tout le monde doit se mobiliser afin que la capitale retrouve progressivement son image de Kinshasa, la belle, digne de son rang et de ses ambitions. À cet effet, il a invité tous les membres du gouvernement, les services publics concernés, ainsi que les autorités provinciales et locales, à jouer pleinement et avec célérité la partition qui leur revient afin d'assurer le succès de cette initiative. La coordination de la task force ainsi que les services compétents de l'hôtel de ville ont été, en ce qui les concerne, instruits de veiller à une gestion rigoureuse de toute la chaîne des traitements des déchets,
de leur collecte à leur traitement final, au moins d'équipements adaptés et dans les délais compatibles avec l'objectif d'empêcher tout nouvel entassement des immondices et de préserver durablement les espaces assainis. Le président de la République a également exhorté tous les concitoyens à accompagner cet effort en adoptant des comportements responsables car la salubrité commence à domicile. Il a, à ses propos, insisté sur le fait que chaque ménage, commerce et établissement doit s'abstenir de tout acte d'incivisme susceptible de compromettre le travail des équipes déployées sur le terrain. Dans les mêmes élans, il a invité les chefs des rues, les chefs des quartiers, les bourgmestres, les autorités des proximités, les confessions religieuses, les associations et l'ensemble des structures communautaires à intensifier les actions de sensibilisation et de mobilisation en faveur d'un changement durable de mentalité. Il a en outre encouragé les bâtisseurs du service national engagés dans cette opération à agir avec professionnalisme dans un esprit de proximité avec les populations et dans le strict respect de la dignité humaine en privilégiant la sensibilisation et les voies légales. Il a rappelé que cette opération doit être conduite dans le respect de la discipline de l'ordre public et de la loi, affirmant que c'est à ces prix que Kinshasa deviendra une capitale propre, moderne et exemplaire. Enfin, le président de la République a instruit la coordination de la task force de lui transmettre toutes les 2 semaines un rapport d'exécution faisant état des avancées enregistrées, des difficultés rencontrées ainsi que des propositions de solutions permettant d'améliorer continuellement l'efficacité des opérations. De la situation sécuritaire politico-socio-économique de l'espace Grand Katanga, 3e point de la communication du président de la République. Évoquant son passage dans le Holomami, corroboré par les informations en sa possession sur le Grand Katanga, le président de la République a fait noter aux membres du gouvernement que la situation sécuritaire politique, socio-économique et institutionnelle de cette région stratégique appelle à une action gouvernementale résolue et sans délai. Il a souligné que l'existence des poches d'insécurité, comme récemment à Malembankoulou et Bukama, ainsi que la persistance de conflits coutumiers, continue de fragiliser la cohésion sociale. À cet effet, il a instruit le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, celui de la Défense, de renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité, notamment les moyens logistiques et le renseignement territorial, la mobilité de la police nationale congolaise et de la base militaire de Kamina. Le chef de l'État a également indiqué que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, devra procéder avec les autorités provinciales et les services compétents à la cartographie des conflits coutumiers et prendre les mesures nécessaires à leur règlement définitif. Abordant les volets économiques, il a fait observer que les difficultés persistantes au poste frontalier de Kasumbalesa continuent de pénaliser la fluidité des échanges et la compétitivité de l'économie nationale. Face à cette situation, il a instruit le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, celui de l'économie nationale, celui des transports, celui des finances et du commerce extérieur, ainsi que celui des infrastructures et travaux publics, de soumettre dans les meilleurs délais un plan intégré des modernisations des accès, des régulations du trafic de poids lourds et de renforcement de la coordination des services de l'État afin de fluidifier durablement le trafic. Il est plus que temps de remettre de l'ordre, a-t-il insisté. Par ailleurs, le président de la République a rappelé que la souveraineté alimentaire demeure une priorité pour le gouvernement. Il a fait remarquer que les résultats du service national dans la production du maïs justifient sa recapitalisation afin d'en renforcer les capacités de production, des stockages de distribution et des logistiques, notamment au profit des provinces du Kasaï et du Haut-Katanga. À cette fin, il a chargé les ministres de Finances, en collaboration avec les ministres sectoriels concernés, de veiller à la mobilisation diligente de ressources nécessaires dans le but d'accélérer la transformation locale des productions agricoles et pastorales. Le président de la République a en outre instruit les ministres d'État, ministre de l'Industrie ad intérim, d'associer pleinement le Fonds de promotion de l'industrie au financement et à l'accompagnement des différents projets d'industrialisation, notamment la minoterie, l'exécution totale des infrastructures de stockage, ainsi que l'abattoir de Kanyama-KCC. Dans la suite de la communication du président de la République chef de l'État, la première ministre et chef du gouvernement a commencé par annoncer aux membres du Conseil les activités prévues aujourd'hui, c'est 31 juillet 2026, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme africaine. Elle a précisé que cet événement sera marqué par les dévoilements d'un mur commémoratif et par des décorations des quelques femmes s'étant particulièrement distinguées.
Revenant sur ses propos initiaux, elle est revenue sur la mission conjointe de haut niveau consacrée à la gestion de la riposte contre la maladie à virus Ebola qu'elle a effectuée du 24 au 25 juillet dernier dans les provinces de la Chopo et de l'Ituri en compagnie de partenaires techniques et financiers en vue d'apporter un soutien multisectoriel efficient à cette riposte. S'agissant de la situation dans la Chopo, elle a souligné que le gouvernement a procédé rapidement à l'activation de mécanismes nationaux de coordination pour une riposte rapide et multisectorielle afin de prévenir toute propagation à l'échelle nationale ou transfrontalière. Elle a en effet rappelé que la province de la Chopo constitue les principaux carrefours économiques et des transports reliant par les fleuves l'Est de la République démocratique du Congo à la capitale Kinshasa, ainsi qu'aux pays voisins. Dans ces mêmes élans de renforcement de coordination des opérations, elle a indiqué avoir tenu une séance de travail avec nos principaux partenaires le 27 juillet 2026 avec le ministre de la Santé, au regard de la nécessité d'orienter les opérations actuelles de la riposte vers la durabilité et dans la perspective du renforcement du système de santé national, lesquels passent par la promotion des centres d'excellence. Elle a instruit le ministre de la Santé d'intégrer cette exigence stratégique dans l'approche générale. Cela évitera au pays de recommencer sans cesse les mêmes processus à chaque épidémie. Dans ces cadres, elle a donné d'autres orientations au ministre de la Santé pour que, dans les plus brefs délais, un rapport sur les fonds engagés par l'exécutif et les partenaires, ainsi qu'une feuille de route des actions à venir assorties de leur programmation financière soit préparée. À ces sujets, elle a entre autres souligné l'urgence de procéder à l'apurement des arriérés des primes dues aux équipes techniques engagées dans la riposte sur la base des listes et fichiers harmonisés avec la nouvelle équipe de coordination basée en Ituri, afin d'éviter que la crise actuelle n'aggrave la situation humanitaire en raison du nombre élevé de personnes déplacées, regroupées dans des sites précaires au sein de certaines localités touchées par l'épidémie. Elle a demandé à la ministre d'État, ministre des Affaires sociales, en collaboration avec celui de la Santé, des propositions concrètes dans les cas des actions de synergie et des renforcements de la riposte. La Première ministre a conclu son propos en insistant à l'intention de membres du gouvernement sur la nécessité de renforcer les mécanismes de projet des textes au niveau du gouvernement avant leur envoi à l'Assemblée nationale. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif au point d'information, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a présenté au Conseil le rapport sur l'état et l'administration du territoire. Au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population a été principalement marqué par l'itinérance du président de la République, chef de l'État, dans la province du Holomami, où la population salue et s'est réjouie de son engagement à transformer leur vécu quotidien à travers les différents projets sociaux, les ordonnances de nomination et des mises à la retraite de magistrats, la clôture des sessions extraordinaires à la Chambre haute et à la Chambre basse du Parlement. Sur un autre chapitre, il a informé le Conseil de la participation active de notre pays à la 8e session de la CTSD qui a été convoquée à Libreville au Gabon du 22 au 24 juillet 2006. Cette session s'est clôturée par les conseils de ministres de la COPAX, dont la présidence a été assurée par la RDC, représentée par lui, donc vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Les orientations données ainsi que les recommandations y adoptées ont été présentées. L'autre point d'attention sur la réunion qu'il a présidée le 21 juillet 2026 en présence de membres du gouvernement et des services concernés afin de mettre en place un plan de sauvegarde et de récupération du parc marin de mangrove et de ses dépendants sur la côte littorale de Banana dans les territoires de Mwanda menacés de spoliation. Il a été convenu qu'une mission interministérielle soit déployée incessamment pour s'enquérir de cette situation et celle de l'envahissement du site de camp de Kitona dans les mêmes territoires. Dans le but de mettre fin à l'insécurité urbaine causée par des bandes de délinquants chégués et des criminels Kuluna, une opération spéciale Ndobo couplée à des patrouilles pédestres et motorisées, a été menée dans la nuit du 29 au 30 juillet 2026 dans la commune de La Gombe. Au cours de cette opération, 590 personnes ont été interpellées après le tri et la qualification des faits infractionnels établis au cas par cas, individuellement ou en bande organisée. Les présumés criminels ont été transférés à l'auditorat de La Gombe, tandis que les autres interpellés ont été acheminés vers les sites de Kinkole par les services de la ville de Kinshasa.
Pour terminer, le Conseil a été informé que le groupe des luttes contre la criminalité et les stupéfiants de la police de Kinshasa vient de mettre la main sur une bande des bandits à main armée, auteurs des braquages spectaculaires des cambistes et autres commerces dans la ville de Kinshasa, dont les images étaient devenues virales sur les réseaux sociaux. De son côté, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a présenté au Conseil la situation opérationnelle marquée par la poursuite des activités hostiles de la coalition RDF M23 qui continue les renforcements en hommes et en matériel au mépris de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies et des principes du cessez-le-feu. Nos forces armées demeurent en alerte, mobilisées et déterminées à y faire face. Autre fait marquant relevé par le vice-premier ministre, ministre de la Défense, c'est les refus de l'équipe de mécanismes conjoints des vérifications élargies par la coalition RDF M23 qui a abouti à l'expulsion des zones sous son contrôle sans raison valable d'un de nos officiers supérieurs. C'est une action diligentée qui vise à retarder les déploiements et à compromettre la mise en place du mécanisme de cessez-le-feu. Il a rassuré que le gouvernement tient à la bonne exécution de la mission de ces mécanismes pour permettre la mise en œuvre des engagements librement souscrits et faire avancer le processus de Doha. Il a aussi fait le point des actions entreprises par nos forces armées pour contenir les actions terroristes menées par les ADF en province de l'Ituri et à Béni dans le Grand Nord. Les ministres délégués près le ministre de la Défense chargé des anciens combattants a conclu cette partie en revenant sur la situation sécuritaire dans la périphérie de la ville-province de Kinshasa avec le phénomène Mobondo. Au sujet de l'évolution de la situation humanitaire, la ministre d'État, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, a fait le point de la situation humanitaire en République démocratique du Congo pour la période allant du 8 au 20 juillet 2026, des mouvements des populations constatés notamment dans la Chopo et au Maniema, sur les axes Lubutu-Kisangani et Lubutu-Parc-Maïko, au cas des catastrophes dans l'incident qui a ravagé 200 cabanes dans la province du Kasaï central, en passant par le choc humanitaire consécutif à la situation épidémiologique dans les Hautes-Ouélé et la Chopo et dans les Tanganyika pour le cas de choléra. Elle a présenté pour chaque cas évoqué les pistes de solutions. La ministre d'État, ministre des Affaires sociales, a rassuré de l'engagement du gouvernement à poursuivre avec le déploiement d'une assistance appropriée et coordonnée en faveur de populations affectées, tout en évaluant constamment les besoins prioritaires en vue d'une réponse fondée sur les relèvements communautaires et les renforcements de la résilience de ces populations. Au sujet de la situation épidémiologique, le ministre de la Santé a fait le point de la situation de la riposte contre la maladie à virus Ebola. Il a indiqué qu'une nouvelle zone de santé affectée a été enregistrée dans la province de la Chopo, à savoir la zone de santé de Kabondo. Les nombres cumulés des zones de santé touchées s'élèvent désormais à 49 sur les 140 que comptent les 5 provinces affectées. Il a aussi fait part des actions menées de manière consistante pour la meilleure prise en charge médicale des patients. Il est revenu sur la mesure de la gratuité de l'enseignement décrété dans la province de l'Ituri, l'intensification des activités de surveillance sur les terrains, ainsi que la surveillance sanitaire aux points d'entrée et aux différents points de contrôle. Le ministre de la Santé a aussi présenté le rapport de mise en œuvre des instructions relatives à la sensibilisation et à la mobilisation de populations dans la riposte contre Ebola. Il a conclu son propos en revenant sur la situation de l'épidémie de choléra dont la tendance à la 29e semaine est marquée, contrairement à la semaine précédente, par une augmentation du nombre de cas passant de 1010 à 1331, avec 14 décès enregistrés, soit une létalité de 1%, les dispositifs de riposte étant opérationnels. Pour sa part, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, a présenté au Conseil le programme national des substitutions des importations pour les colis des fins d'année. Ces programmes a pour objectif général d'assurer la fourniture locale de 100% des produits composant les colis de fin d'année destinés aux agents et fonctionnaires de l'État. Pour y parvenir, il vise à structurer la filière haricot et risicole autour des agrégateurs, renforcer la filière avicole en sécurisant les cycles de production,
développer la pisciculture locale pour diversifier les colis à partir de 2027, moderniser la qualité et la traçabilité des produits grâce au label national et au QR code et mettre en place un mécanisme de préfinancement sécurisé qu'une gouvernance multisectorielle efficace. Les modèles opérationnels, l'organisation du stockage, les mécanismes financiers, la gouvernance, le calendrier de mise en œuvre ainsi que l'analyse des risques ont été expliqués par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture. À son tour, les ministres d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a fait état de la situation du portefeuille des contentieux internationaux de la République démocratique du Congo avec un focus sur l'état des procédures, les risques identifiés et les mesures de renforcement de la défense des intérêts de l'État. À ce jour, notre pays est engagé sur 13 procédures contentieuses internationales devant des juridictions différentes et institutions, notamment les centres internationaux pour les règlements des différends relatifs aux investissements, la Cour internationale d'arbitrage et de la Chambre de commerce internationale, la Cour commune de justice et d'arbitrage, ainsi qu'à certaines juridictions étatiques étrangères. Il a rassuré que cette gestion du portefeuille des contentieux internationaux constitue désormais un enjeu majeur de gouvernance publique. Elle exige une approche intégrée associant la défense judiciaire de l'État, la prévention des risques et la protection durable du patrimoine public. Le renforcement en cours du dispositif institutionnel, financier et juridique permettra de préserver les intérêts supérieurs de la République démocratique du Congo, d'améliorer la sécurité juridique de l'action publique et de garantir une défense cohérente et efficace de l'État devant les instances internationales. Le ministre des Finances a pour sa part entretenu le Conseil sur les réformes déclencheurs de l'appui budgétaire de la Banque mondiale après les décaissements en juin 2025 de la première tranche de la série programmatique d'appui budgétaire de la Banque mondiale, a-t-il précisé. Le gouvernement s'est engagé à accélérer et s'emploie à mettre en œuvre les déclencheurs pour les décaissements de la seconde tranche avant la fin de l'année en cours. En effet, sur le 1 milliard attendu, 400 millions restent à décaisser. Pour y parvenir, le ministère des Finances a encouragé les membres du gouvernement concernés à poursuivre la mise en œuvre des actions restantes, du reste déjà engagées pour la plupart. À ces sujets, il a expliqué leur attention la matrice qui fournit les détails de ces mesures ainsi que les actions à mener. Note d'information relevant du secteur du commerce extérieur. Les ministres du commerce extérieur a présenté au Conseil la note recommandant la nécessité pour le gouvernement de conjuguer d'une part la promotion et la production locale et de la transformation industrielle à Lubumbashi et d'autre part la réforme de la gouvernance frontalière à Kasumbalesa et la lutte contre les pratiques illicites qui fragilisent l'économie nationale. Il s'agit là de deux principaux volets de la mission officielle qu'il a effectuée dans les Haut-Katanga avec son collègue de l'entrepreneuriat et des PME assurant l'intérim du ministre de l'Industrie. Le constat fait au cours de cette mission démontre que la politique de commerce extérieur ne peut produire pleinement ses effets que si elle est articulée à une politique industrielle cohérente, capable d'accroître l'offre locale tout en protégeant celle-ci contre les effets de pratiques frauduleuses et des importations nuisibles. Les recommandations formulées au gouvernement convergent à l'idée selon laquelle l'industrialisation locale et la modernisation de la frontière de Kasumbalesa participent à une même logique stratégique consistant à réduire la dépendance extérieure du pays, à renforcer la souveraineté économique nationale et à améliorer la gouvernance de flux commerciaux. Au sujet des Kasumbalesa spécifiquement, le président de la République a instruit les ministres de la Défense de l'Intérieur, mais aussi celui du Commerce extérieur, de la Justice, à prendre toutes les mesures qu'il faut pour remettre de l'ordre à ces postes frontaliers. Note d'information relevant du secteur de postes et télécommunications. Le ministre de Postes et Télécommunications a fait le point sur l'état des lieux du projet de transformation numérique PTN. Ces projets dont la mise en œuvre a débuté il y a une année permettra à notre pays d'atteindre 11 500 km de fibre optique, portant ainsi sa longueur totale à plus de 18 500 km contre 7 000 km actuellement déployés. Il ne se limite pas uniquement au déploiement des infrastructures des télécommunications de base, mais comprend aussi d'autres composantes, toutes essentielles au développement et à la transformation numérique de notre pays. En sa qualité de président du comité de pilotage de ce projet, il a salué les efforts déjà engagés en dépit des contraintes budgétaires actuelles et de l'insuffisance des ressources nationales. Il a aussi souligné
la nécessité pour le gouvernement de recourir à des moyens financiers exceptionnels pour pallier les faibles taux de décaissement de financement extérieur imputables à la lourdeur de procédures de bailleurs de fonds afin d'accélérer l'exécution du projet de concrétiser l'objectif de connecter les 145 territoires de la République à l'horizon 2030. Par ailleurs, le Conseil a été informé des retombées significatives et bénéfiques engagées en marge du sommet des plénipotentiaires de l'Union africaine de télécom tenu à Abuja au Nigeria du 20 au 25 juillet 2026. Note d'information relevant du secteur du portefeuille. La ministre du Portefeuille a présenté au Conseil une note d'information à 2 volets. Le premier volet concerne l'option de restructuration de la SNEL SA. Au terme de l'analyse des différents scénarios découlant du diagnostic institutionnel, juridique, technique, opérationnel et financier, les consultants chargés par le gouvernement ont recommandé une approche progressive privilégiant la segmentation stratégique de la SNEL sous la forme d'une entreprise unifiée, structurée autour de 3 pôles opérationnels dédiés à la production, au transport et à la distribution de l'électricité. Ces pôles disposeront d'une autonomie de gestion et d'une séparation comptable conforme aux exigences de la loi relative au secteur de l'électricité telle que modifiée et complétée à ce jour. Cette organisation permettra notamment d'améliorer la transparence des coûts, de déterminer le coût de revient de chaque activité et de garantir le respect de principes de vérité de prix, d'équité et de non-transférabilité de charges. Cette option préserve l'unité juridique et patrimoine de la SNEL SA tout en permettant une mise en conformité progressive avec le nouveau cadre légal. Le deuxième volet a porté sur le lancement le 30 juillet 2026 du processus de sélection méritocratique et compétitive des mandataires publics dans les 15 entreprises du portefeuille de l'État. Il concerne près de 140 postes de mandataires publics des dites entreprises prioritaires afin de garantir la qualité et la maîtrise opérationnelle. Ce processus sera conduit en 3 vagues successives de 5 entreprises chacune. La première vague portera sur les entreprises stratégiques suivantes: SNEL SA, Régie des eaux, SNCC, RVA, ONATRA, pour les fonctions du président du conseil d'administration, directeur général adjoint administrateur. Les mandataires déjà désignés à l'issue du processus compétitif ne sont pas concernés par ces processus. La ministre du Portefeuille a précisé que ces processus reposent sur les principes d'indépendance, de transparence, de concurrence, des mérites, d'équité, de représentativité du genre. Pour chaque poste à pourvoir, un avis d'appel public à candidature accompagné des termes de référence sera largement diffusé par voie de presse et sur les plateformes numériques dédiées. Les processus est ouvert à tous les citoyens congolais résidant sur le territoire national ou à l'étranger, les candidatures étant soumises exclusivement par voie électronique. Pour le gouvernement, il s'agit d'une étape majeure dans la réforme de la gouvernance des entreprises du portefeuille de l'État. Elle traduit la volonté du gouvernement de promouvoir un mode de désignation fondé sur la compétence, les mérites, la transparence, la performance et la redevabilité. Comme pour toutes les notes précédentes, le Conseil de ministres a pris acte de cette note d'information. Au 3e chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'approbation d'un relevé des décisions, les membres du Conseil ont approuvé les relevés des décisions prises lors de la 94e réunion du Conseil de ministres tenue le vendredi 10 juillet 2026. Au 4e chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption des dossiers, 2 dossiers ont été soumis sous examen. Le premier dossier relevant du secteur de finances, portant sur l'examen et l'approbation d'un dossier relatif à la mise en œuvre de l'accord de partenariat stratégique RDC-USA, règlement global et par voie de transaction des contentieux fiscaux douaniers et des recettes non fiscales de la société Chemaf. À ce sujet, il a fait l'économie des conclusions des travaux du cadre de concertation mis en place par les ministères des Finances en vue de l'examen des dossiers des contentieux fiscaux douaniers et des recettes non fiscales opposant les administrations financières de l'État à la société Chemical of Africa Chemaf, désormais détenue par la société américaine Virtus Minerals. Le ministre des Finances a aussi passé en revue l'ensemble des termes de l'accord transactionnel. Tout en prenant acte de ce qui a été présenté par le ministre des Finances, le Conseil a appelé à plus de discussions pour mettre fin à la situation du contentieux évoqué précédemment. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces dossiers. Dossiers relevant du secteur de l'enseignement supérieur, recherche scientifique et innovation, la ministre Adélé Su a soumis au Conseil pour examen et approbation
les dossiers relatifs à la réforme structurelle du système doctoral de la RDC, assainissement, professionnalisation et relèvement de l'excellence académique. En effet, cette réforme déjà en cours s'éveille une réponse impérative destinée à restaurer l'autorité de l'État dans les secteurs académiques. À ces sujets, elle a expliqué de fond en comble les piliers de l'action engagée en termes des mesures de sauvegarde, sécurisation du cadre légal, assainissement, programme national de bourse et encadrement des établissements, les axes de déploiement opérationnel immédiat, les soutiens stratégiques du gouvernement non seulement en termes d'appui budgétaire, mais aussi des synergies intersectorielles et de protection de la réforme. Après débat et délibération, cet autre dossier a été adopté. Au dernier chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption de 3 textes, le premier texte, c'est le projet des textes relevant du secteur de transport. Le vice-premier ministre, ministre de Transport, a soumis au Conseil pour examen et adoption le projet de convention de collaboration relative au financement et à la réhabilitation, à la modernisation, à l'exploitation, à la maintenance et au transfert de la ligne ferroviaire d'Île-le-Sakania. Ces textes encadrent les modalités de coopération entre l'État congolais et la société américaine Mota Engil pour les financements du projet, la réhabilitation des infrastructures existantes, la modernisation du corridor ferroviaire, l'exploitation commerciale, la maintenance durant la période contractuelle, les transferts des infrastructures à l'État au terme de la concession. Les montants globaux du projet est estimé à 1,258 milliards de dollars américains. La mise en œuvre de ces conventions permettra d'améliorer progressivement la capacité de transport jusqu'à 13,7 millions de tonnes par an, de renforcer la compétitivité du corridor des Lobito, d'assurer une meilleure intégration logistique régionale, de favoriser les transferts des technologies, de promouvoir les contenus locaux et l'emploi national et d'enfin améliorer les recettes publiques grâce aux retombées économiques du projet. Après débat et délibération, ce projet de convention a été adopté. Projet des décrets relevant du secteur de la santé publique, le ministre de la Santé a soumis au Conseil pour examen et approbation les projets des décrets portant dissolution de l'établissement public dénommé Hôpital du Cinquantenaire. Ces textes transfèrent l'ensemble de son patrimoine, de ses droits et obligations et de son personnel au Centre hospitalier universitaire du Cinquantenaire, CHU Cinquantenaire, et replacent définitivement cet établissement hospitalier dans les régimes juridiques applicables aux établissements publics des soins de santé prévus par la loi. Après débat et délibération, ce projet de décret a aussi été adopté. Le dernier projet de décret est celui qui a été soumis par la ministre déléguée près le ministre des Affaires sociales en charge de personnes vivant avec handicap, qui a porté sur examen et approbation du projet de décret portant transformation, organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé Centre africain d'apprentissage de métiers, d'entrepreneuriat et d'innovation en sigle CAMI. Ce texte a l'avantage de réhabiliter et de transformer les centres nationaux d'apprentissage de métiers des personnes handicapées et invalides en un hub d'innovation et une vitrine du handipreneuriat à travers la mise en place des aménagements raisonnables pour l'apprentissage des métiers à toutes les catégories des personnes avec handicap, ainsi que la promotion des innovations et de la créativité des personnes avec handicap en République démocratique du Congo. L'objectif est aussi de lutter contre la pauvreté et la précarité des vies des personnes vivant avec handicap dans notre société. Après débat et délibération, cet autre projet de décret a été adopté. Commencé à 14 h précises, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 16 h 45. Je vous remercie.